Alors, bonjour à tous, bienvenue dans la section 2.4 du cours numéro 10. Alors, on va bâtir sur ce qu'on a déjà vu dans les sections 2.1, 2.2 et 2.3 et on va ajouter les formulaires. Et donc, on a vu les formulaires au cours 2 en HTML. On va s'en servir comme source dynamique d'informations au moment de l'insertion de données dans une table. Alors, je reviens ici à mon Sublime. Gardez en tête tout ce qu'on a fait s'applique. OK, aussi on avait dit en 2.3 qu'on a deux problèmes à résoudre. Le premier, c'est que pour l'instant, OK, je vais juste ouvrir le code début, je le copierai après. Pour l'instant, l'insertion dans notre table s'effectue peu importe le contexte. OK? Si j'accède à la page en lecture, je vais juste ouvrir ma page web, je vais quand même me retrouver à insérer une ligne. En fait, ce que je souhaiterais, c'est d'ajouter une ligne à ma table seulement lorsque je soumets un formulaire. Donc, on va vouloir trouver une façon d'arriver à ça. Le deuxième problème, ce qu'on avait dit, je vais ouvrir ici le fichier d'insertion, c'est que peu importe ce qu'on saisit dans notre formulaire, on va toujours se retrouver à insérer la même valeur. Ici, cette valeur-là est statiquement codée. Okay? C'est une chaîne de caractères, je veux manger des tacos, et on passe la description à notre requête d'insertion. Okay, on a parlé de tout ça avant, et c'est notre deuxième problème qu'on va vouloir adresser en 2.4. Alors, je ferme tout ça. Ce que je vais faire, je vais venir prendre le code de début, je vais le copier, le coller. On va renommer ça référence. Je vais fermer ceci. Je vais aller ouvrir mon index. Je vais aussi prendre la description. On va aller charger l'index dans Chrome. Donc, j'ouvre 2.4, la démo, la référence. Et voici notre point de départ. Okay, l'index, c'est exactement la fin de 2.3. Alors, je vous montre un peu le problème à nouveau. Ici, premier problème, si je rafraîchis la page en lecture, donc j'appuie Enter, je me retrouve à insérer une ligne, ce que je ne veux pas faire. Et le deuxième problème, c'est que test, même si je mets une valeur dans mon formulaire, cette valeur-là n'est pas prise en compte. Alors, comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Tout d'abord, commençons par rendre la requête d'insertion conditionnelle. On sait que cette requête-là est exécutée par l'inclusion du fichier d'insertion. Alors, derrière la ligne ici, include db insert into publication, on se retrouve à insérer. Okay? Si on va ouvrir le fichier, ça peut être plus clair, mais on sait que c'est la ligne 7 du fichier index.php qui est responsable de l'insertion dans notre table. Alors, je vais vouloir rendre conditionnel l'inclusion de ce fichier-là. Et là, qui dit conditionnel dit condition, et on sait que la condition s'exprime en PHP avec un if-else. Le else est facultatif. Okay? Si on n'en a pas besoin, on ne l'utilise pas, mais le if est requis. Alors, if, une condition entre les parenthèses et nos accolades, et tout ce qui va se retrouver à l'intérieur des accolades sera exécuté seulement si le test est vrai. Alors, je vais vouloir rendre l'insertion conditionnelle. Mais conditionnelle à quoi? Okay, c'est facile de voir qu'on a besoin d'un if. Si quelque chose se passe, ajoute à la table. Mais l'écriture ici de cette condition-là n'est pas si évidente. Je vais la mettre en français. Je veux dire, si on vient de soumettre le formulaire, insère à la table des publications. Okay, donc, si j'appuie sur le bouton ici, là, je veux que ça se passe. Okay. Avant d'écrire ce contenu-ci, okay, bien évidemment, ça, on sait que ça ne fonctionne pas. Si je rafraîchis, je vais faire Enter, on a une erreur, des mots qui ne sont pas reconnus à la ligne 7. Bien évidemment, okay, ce n'est pas du code valide. Avant de se lancer dans l'écriture, je dois vous présenter okay, un concept en programmation web qui est le type de requête. Il y a deux types de requêtes principaux. Okay, c'est sûr qu'on va regarder dans le cours, on va les regarder à haut niveau. Le premier type, je vais l'écrire ici juste en dessous, là, mais on va se servir seulement d'un des deux types. Le premier type, c'est la requête get. Deuxième type, la requête post. Et là,
Il y a un document qui est partagé sur zone de cours et vous pouvez faire des recherches aussi par vous-même. Get, vs, post, pour aller chercher plus d'informations. Donc, n'hésitez pas, mais je vais vous résumer ça très, très rapidement sans inclure tous les détails. Le type de requête get sera utilisé dans deux scénarios principaux, du moins dans le cadre du cours. Premier scénario, là, ce que je vais faire, je vais mettre un commentaire, je vais dire 1.1. Lorsqu'on accède à une page, j'ai appelé ça en lecture. Okay, on visite un URL, je fais rds.ca et là, je lis la page. Je ne suis pas en train de soumettre un formulaire. Je viens d'envoyer avec mon navigateur, donc avec mon client, je viens d'envoyer une requête de type GET à mon serveur pour l'URL rds.ca. Donc ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario de requête de type GET, c'est pour un formulaire. OK? Et là, je vais dire lorsque le type n'est pas post. Okay, donc, c'est un peu, c'est un peu soit un, soit l'autre. Lorsqu'on développe un formulaire, lorsqu'on va soumettre le formulaire, on va se retrouver en mode GET lorsque le type n'est pas spécifié comme étant post. Donc, par défaut, un formulaire, c'est GET. Je viens par défaut. Et ça, on peut le voir que quand on a développé nos formulaires au cours 2, je vais l'ouvrir ici, démo, je vais ouvrir la référence, je vais aller le chercher dans le navigateur. Souvenez-vous, on avait développé ça. Quand je saisis ici John Doe, 25 ans, et je soumets mon formulaire, vous voyez qu'est-ce qui se passe ici. Okay? J'ai le point d'interrogation qui est ajouté à mon URL, et après le point d'interrogation, je passe le contenu de mes champs en utilisant la valeur du name. Tout ça, on en reparle tout à l'heure, le name en question. Name est égal à John plus Doe. Ça a été encodé pour que ça soit lisible par un URL. Et son âge est de 25. Donc, on a passé nos paramètres ici à l'URL. Ça, c'était un mode GET parce qu'on n'a pas spécifié autrement. Notre formulaire ici, on n'a pas dit qu'on veut utiliser une requête POST. On pourrait aussi explorer tout ça, là, mais là, ça, je vous le présente. Vous n'aurez pas à faire ce type d'analyse-là, mais on pourrait aller voir les requêtes qui sont effectuées, les enregistrer, et là, ici, dire, OK, j'ai fait une requête sur telle page, référence.html, et le type de requête, sa méthode, c'est GET. Peut-être agrandir un peu plus encore. Méthode GET. Okay? Par contre, ce qu'on n'a pas présenté au cours 2, okay, parce qu'on avait dit qu'éventuellement on reverrait les formulaires rendus avec le backend, c'est qu'on peut ajouter un attribut à form qui s'appelle méthode. Méthode est égale à post. Et ça, c'est notre deuxième type de requête. Alors, je vais le mettre dans l'index ici. Post 1.2. 2.1. Lorsqu'on va spécifier, lorsque le type est spécifié comme étant post, on va se retrouver à envoyer à partir de notre client, de notre navigateur, une requête post au serveur. Alors, je reprends la démo du cours 2. J'effacerai après là, ceci parce que je ne veux pas altérer l'ancien code. Mais là, je vais spécifier que mon formulaire, au moment de sa soumission, je veux envoyer une requête de type POST. Et regardez la nuance. OK, premièrement, je vais agrandir un peu ici pour qu'on voit mieux. Je vais revenir en arrière sur référence.html. Vous vous souvenez, là, il y avait un point d'interrogation avec le prénom et l'âge et les valeurs des champs. Maintenant, regardons qu'est-ce qui se passe. Je vais mettre John Doe, 25 ans. Je vais ici effacer tout ce qu'on avait enregistré pour les requêtes sur notre réseau et je vais soumettre le formulaire. Donc, je soumets le formulaire. Première chose à réaliser ici, c'est que les paramètres n'ont pas été ajoutés à l'URL. Donc, avec une requête de type POST, les paramètres sont envoyés autrement. Okay. Maintenant, si je clique ici sur la requête, je peux voir que le formulaire contenait quand même des données, un prénom et un âge. Ça a été envoyé malgré tout au serveur. C'est juste que ce n'est pas dans les URL. Il va y avoir un autre mécanisme que je vais vous présenter tantôt pour récupérer les données soumises.
et on voit que c'est une requête de type POST. Donc, on a spécifié qu'au moment du clic, le formulaire allait prendre ces données, les mettre ensemble, peu importe le mécanisme, et envoyer une requête de type POST au serveur. OK, alors ça, c'est le deuxième type. Ici, requête de type POST. Vous pouvez comprendre pourquoi c'est utile. OK, il y a des avantages et inconvénients pour chacun des types. Avec le type GET, vous pouvez, et c'est ce qu'on fait, exemple, sur, je ne sais pas moi, les packs, Gigi, les packs. Si je viens sur les packs, et ça serait sur YouTube, ça serait sur n'importe quel formulaire qu'on veut mettre en bookmark, là, en favori. Si je fais une recherche pour un vélo en carbone, okay, vous voyez qu'est-ce qui se passe dans l'URL. J'ai ajouté ici toutes sortes d'informations dans mon URL et je suis capable d'envoyer cette URL-là à un ami, je suis capable de le mettre en favori, de retrouver, de l'indexer, je peux faire toutes sortes de choses. Mais si j'avais utilisé une requête de type POST, je ne pourrais pas faire ce que je viens de décrire. Par contre, si je me connecte à Desjardins ou je me connecte à mon compte Amazon, je ne voudrais surtout pas, au moment d'entrer de l'information pour me connecter, que mon mot de passe soit mis dans l'URL. Okay? Ça serait un risque très, très élevé pour la sécurité. Donc là, j'utiliserais un formulaire de type POST. Le password, le mot de passe serait quand même envoyé au serveur, mais serait envoyé par un autre mécanisme et ne serait pas ajouté à l'URL. Donc, quand on accède à une page avec une requête POST, on ne peut pas la mettre en favori pour récupérer les paramètres. Ils ne sont pas dans l'URL. Alors, en anglais, on dit des use cases, là, des cas de figure différents. Mais ce qu'il faut comprendre, okay, c'est que si on spécifie un type POST pour un formulaire, on sera en mesure d'analyser la requête et de la comparer avec une valeur POST. Et si on ne met rien, que je remette rien, ça serait l'équivalent de dire que je veux une méthode GET. Okay? Et la méthode GET, je rappelle une dernière fois, j'ai fermé ça ici, est également utilisée par défaut lorsqu'on accède à une page en lecture. GET, c'est soit une lecture, soit un formulaire sans type spécifié à POST. Et le type POST, c'est lorsqu'on va spécifier le formulaire comme étant POST. OK, maintenant qu'on a tout expliqué ça, OK, on n'avait pas introduit l'attribut méthode au cours 2 parce qu'il n'y avait pas de bonne raison de le faire, mais maintenant on vient de le faire. Voyons voir pour 2.4, qu'est-ce qu'on a pour notre formulaire. Si je viens dans Views, app.html, je vois que j'inclus le formulaire. Je vais aller le chercher ici. Et on voit que le formulaire a un attribut méthode avec une valeur de POST. Alors, on a déjà spécifié que notre formulaire allait envoyer une requête de type POST. OK, revenons à notre question initiale, qui était comment on peut écrire une condition ici qui nous permet de voir si notre formulaire vient d'être soumis, afin de rendre l'insertion conditionnelle. Là, on peut préciser notre idée. Au lieu de dire « est-ce qu'on vient de soumettre le formulaire », on pourrait dire « est-ce que le type de requête reçue est de type POST ». OK. Déjà là, ça ressemble plus à la programmation back-end. OK, mais là encore, il y a du français. Est-ce que le type est-ce que le type de requête est POST? Alors là, quand on fait une comparaison d'égalité, on sait qu'on utilise le double signe d'égalité. Alors, est-ce que le type de requête reçue est égal à POST? Et là, pour le reste, vous devez me faire confiance, OK? Parce que c'est un petit peu plus avancé que ce qu'on va couvrir dans le cadre du cours, donc je vous le donne. On a accès à ce qui s'appelle une super variable serveur et on peut regarder la request méthode. Donc, on peut regarder est-ce que la méthode de la requête, c'est POST. Et là, quand on va parler des tableaux associatifs au cours 11, qui est le même concept d'une structure clé-valeur que l'objet en JavaScript, on va voir ici que $serveur, c'est un tableau associatif. On accède à une clé en particulier. Okay? Mais on ne fera pas la démo avec serveur, mais ce qu'on va voir, c'est la structure du tableau associatif. Alors, c'est ce qu'on fait ici. On a accès à une variable $serveur qui contient plein d'informations sur le serveur au moment de la lecture du script. Et une de ces informations-là, c'est le type de requête qui vient d'être envoyé. On compare ça avec POST. Si la condition est remplie, si ceci est vrai, on va
exécuter le script d'insertion. Alors, je vous ai amené jusqu'à ceci, vous avez toute l'explication, mais ultimement, vous avez juste besoin de copier-coller ceci et vous en servir pour rendre l'insertion conditionnelle. Donc, je viens dans ma page, je vais fermer la démo du cours 2, je vais fermer RDS, ceci aussi. Il n'y a rien qui vous empêche de lire plus sur le sujet post versus get si vous voulez plus d'infos. Et je reviens à la page, je rafraîchis. Et maintenant, quand je vais rafraîchir ma page en mode get, quand j'accède à ma page en mode get, vous voyez que je me retrouve à conserver l'état, mais à ne pas ajouter de nouvelles lignes. Je pourrais réinitialiser ma base de données, je pourrais reprendre mon script 2.1 ici. Je vais le rouler à nouveau sur HEC. OK, ça c'est beau, oui. Publication, on a bel et bien 2 lignes. Donc ici maintenant, j'ai 2 lignes. Et là, je peux rafraîchir la page autant que je le souhaite. OK, je conserve 2 lignes parce que je suis en train d'envoyer une requête de type get. Okay, dans Network, et là, ça, comme j'ai dit tantôt, c'est plus avancé que ce qu'on va couvrir, mais on peut analyser les requêtes qui sont faites et on voit que pour référence, on envoie une requête get. Maintenant, quand je vais soumettre mon formulaire, ceci est un test. OK, on aura encore le problème qu'on n'a pas connecté notre champ. Donc là, la valeur ceci est un test ne sera pas envoyée. Ça, on va le corriger après. Mais maintenant, au moins, quand on appuie sur soumettre pour le formulaire, on voit que le type de requête est post. OK, on peut le prouver en ouvrant ici l'onglet. On voit qu'on a envoyé une requête post à référence. Et ça fait en sorte que la condition a été remplie et j'ai exécuté le script d'insertion. Okay, je répète, le script d'insertion, on doit ensuite le corriger pour prendre la valeur du champ, mais au moins on l'a exécuté de manière conditionnelle. Alors, problème 1 résolu grâce ici à l'écriture de la condition. On continue avec le problème 2 qui est de connecter les champs de notre formulaire. Et là, avant même de se lancer dans cette connexion-là, retournons à notre formulaire HTML. Et là, c'est important de comprendre les petits morceaux. Okay? Des fois, on se dit « Ah, c'est pas si important, c'est juste un détail. » Mais ces détails-là s'additionnent ensemble et c'est ce qui vous permet de faire un assemblage. Alors, on a défini ici un champ avec un attribut name de description, un type de texte, une classe, OK, la classe c'est pour le style, un ID, le ID permet de connecter le champ avec son étiquette. Donc, le for de l'étiquette doit correspondre au ID du champ. On a vu ça au cours 2. Et le placeholder, okay, qui est un attribut facultatif dans le cadre du cours. Et là, il y a un de ces attributs-là qui va être très, très important pour le back-end. C'est l'attribut name. Ce qui va se passer au moment de la soumission du formulaire, les données vont être mises ensemble okay, sous un certain tableau associatif. On verra son nom tantôt, c'est $post. Et chacune des clés pour accéder aux valeurs soumises, disons qu'on a 8 champs, chacun des champs aura une clé avec sa valeur, une structure clé-valeur. Et là, la clé sera la valeur du name pour le champ en question. Alors, quand je vais soumettre mon formulaire, j'aurai une structure de données avec une clé description qui contiendra la valeur du champ à la soumission. C'est ce qu'on peut voir ici. Okay. Si je viens cliquer sur la requête post qui a été faite, je peux en faire une nouvelle là, pour que vous voyez ce qui s'ajoute. Je vais effacer l'enregistrement des requêtes. J'appuie sur soumettre. Vous voyez ici, okay, on verrait, mais là on a encore... Ah, excusez-moi, c'est moi qui ai fait une erreur. Je vais juste supprimer à nouveau. Je vais faire ceci est un test. Je vais soumettre. Et pour la référence, si je descends, on voit que dans les données du champ, on a une clé description et la valeur qui était dans le champ au moment de la soumission. Ceci est un test. Malheureusement, on n'a pas encore réussi à la récupérer, ce qui fait en sorte qu'on voit « Je veux manger des tacos ». Pour la récupérer, okay, la structure en question qui contient les données du formulaire, le form data, s'appelle $_post. Alors, je vais venir dans l'insertion. Et ici, au lieu d'avoir
une valeur statique qui est toujours la même chaîne de caractères. Je veux manger des tacos. Je vais utiliser ma structure de données $_post. Ça, c'est PHP. C'est mon serveur PHP qui rend disponible cette variable-là. Ce n'est pas moi qui l'ai définie. Et cette variable-là est un tableau associatif, l'équivalent de notre objet JavaScript. Donc, on a des clés et des valeurs. Et on verra le détail de l'écriture de tableau associatif au cours 11, mais pour l'instant, vous pouvez vous contenter de dire, quand les crochets carrés, vous allez spécifier la clé à aller chercher. Et cette clé-là, comme j'ai dit, correspond à la valeur du name du champ que vous souhaitez utiliser. Alors ici, je vais dire $post description. Je répète là, c'est ce qui correspond ici à la clé description. Pour récupérer, ceci est un test. Si vous aviez plusieurs variables, test, je ne sais pas, prénom, vous devriez faire la même manipulation de connecter chacun des champs avec le $post et la clé spécifique du champ. Faites attention, s'il vous plaît, ne prenez pas pour acquis que la clé va porter le même nom que la variable que vous définissez à gauche. Ici, je pourrais dire patate est égal à $post description. Ceci est une variable à laquelle j'assigne une valeur et ceci est une clé qui me permet d'accéder à une donnée parmi mon form data, les données de mon champ, et cette clé-là correspond au name du champ. Donc, deux choses complètement différentes. Vous devez toujours valider le name du champ pour bien le connecter. Cette variable-là, ensuite, on a vu, est utilisée pour être formatée correctement et ensuite, ici, mise dans la requête. Donc j'ai connecté mon champ. Ça devrait résoudre mon problème numéro 2. Je vais venir ici. Je vais rafraîchir ma page. Et là, il y a un petit bug que peut-être certaines personnes ont vu. On en parlera après, mais ce n'est pas un bug. Mais je vais vous l'expliquer après. Maintenant, quand je saisis, je ne sais pas moi, une nouvelle publication, le cours se termine bientôt. Je vais effacer l'enregistrement de mes requêtes. Je vais soumettre mon formulaire. Je sais que ça va être soumis en mode post. Ici, pour ma requête de type post référence, j'ai bel et bien la clé description avec la valeur « le cours se termine bientôt ». Et on peut voir que l'insertion a fonctionné avec la valeur du champ. Même chose si je vais directement sur mon PHPMyAdmin, je rafraîchis, je vois toutes mes lignes. Donc, c'est comme ça qu'on connecte le formulaire. On le connecte champ à champ avec les bonnes clés. Maintenant, il y a quelque chose qui peut paraître comme étant un bug, mais ce n'est pas un bug, mais il faut que je vous en parle absolument. Si je rafraîchis la page à nouveau, tout de suite, après avoir soumis le formulaire en mode post. Donc, imaginez, j'appuie sur rafraîchir. Regardez qu'est-ce qui se passe. Vous retrouvez ici à ajouter à nouveau une ligne. Et là, selon les navigateurs, selon les configurations, ça se peut que vous ayez un message disant « Êtes-vous certain de vouloir soumettre à nouveau le formulaire avec les mêmes données? » Je me demande si je ferme ici mon outil d'inspection, est-ce que je vais avoir le message? Ouais. Voici le message. Voulez-vous confirmer que vous voulez bien soumettre à nouveau le formulaire? Et là, vous allez utiliser les mêmes informations. Si j'appuie sur « Continuer », là, j'ai une troisième ligne, le cours se termine bientôt. Donc, c'est comme ça qu'un navigateur se comporte. Quand vous appuyez sur « Rafraîchir », ce qui se passe, c'est que vous répétez la dernière requête qui a été envoyée. Si cette requête-là était de type post, avec un certain jeu de données, des clés, des valeurs, vous allez répéter la dernière action et donc soumettre à nouveau le formulaire. Si vous voulez sortir de ce mode-là et retomber dans un mode « Get », pour lire la page, tester que votre insertion fonctionne encore de manière conditionnelle, vous devez cliquer sur l'URL et appuyer sur Enter. Et là, vous venez de générer une requête de type GET. Je vous le montre à nouveau ici. Si j'appuie Enter, j'ai une requête de type GET. Et étant donné que le bouton rafraîchir, on vient d'expliquer que c'est une histoire de répéter la dernière action, quand j'appuie sur rafraîchir, je vais répéter mon action, donc une requête de type GET sur la page référence. OK? Donc, on a résolu nos deux problèmes.
Je vais venir ici dans le code, m'assurer qu'on a tout couvert. Description, les deux problèmes, ça c'est beau, parfait. On a expliqué, vous avez la condition à utiliser. Mettez-la pas loin. Okay? Ça ne donne rien à chaque fois de devoir chercher c'était où, ou essayer de le taper à la main. Ça n'ajoute absolument rien, donc mettez-le proche. Connectez les champs du formulaire. On a expliqué tout ça. Maintenant, les diapos. On a fait la démo, qui est le problème numéro 1. Problème numéro 2, connecter les champs, plutôt que d'utiliser des valeurs statiques. Le flux final de l'application. On se connecte à la base de données dans un premier temps. Si le formulaire vient d'être soumis, on va inclure le fichier permettant d'insérer dans la table. Ensuite, on sélectionne toutes les données après l'insertion. Et on affiche le formulaire et la table. Mais en fait, ça pourrait être un formulaire et des cartes. Dernière étape, c'est d'afficher le contenu dynamiquement. Là, il y a un rappel de toute cette structure-là d'un point de vue code. On est rendu à faire l'exercice. Donc, comme d'habitude, je vais mettre la capsule sur pause. Prenez le temps d'effectuer l'exercice et quand vous êtes prêt, appuyez sur Play et on continue avec la solution. À tantôt. Alors, nous voilà de retour. J'ai copié-collé le code de début dans Solution. J'ai chargé l'index.php. Ici, on a seulement la connexion et l'insertion. Tantôt, dans la solution de 2.3, je m'étais rendu un peu plus loin. Je vous avais dit que j'avais aussi ajouté la sélection et l'affichage, mais juste pour, juste un complément. Ça n'était pas à faire réellement en 2.3, mais je l'avais ajouté. Donc, on revient ici. Je ferme 2.3. J'ai l'index. J'ai chargé la page, mais bien évidemment, on ne voit rien parce qu'on n'affiche absolument rien. Vous pouvez faire des tests là, si vous êtes incertain d'être sur la bonne page. Vous pourriez juste faire un écho ici, écho, test, sauvegarder, rafraîchir. Au moins, vous voyez que vous êtes sur le bon index. Okay, donc, faites autant de tests intermédiaires que vous souhaitez. Ce n'est jamais une perte de temps. Je vais garder mon phpMyAdmin proche, ouvrir la table des articles. Là, je commence à avoir beaucoup d'articles. Alors, ce serait peut-être un bon moment pour réinitialiser ma table des articles. Je prends mon script, je copie, je viens sur HEC. Et comme on a dit en 2.1, je roule ma requête. Et maintenant, je suis de retour avec une table un peu moins volumineuse. Parfait. Je reviens dans mon index.php, me mets un petit peu d'espace. Point 1 et 2, c'est une question de revenir à la fin ou à l'état final de 2.3 comme j'ai fait tout à l'heure. Alors, on va d'abord sélectionner, je vais le mettre en commentaire ici, sélectionner tous nos articles avec une inclusion du fichier DB. Je vais le copier-coller pour éviter les erreurs. Donnez-moi un instant. Select, rename. On sélectionne. Si on veut, on peut faire un var_dump pour faire un test intermédiaire. Il faudrait juste s'assurer d'avoir le bon nom de la variable. Donc, je peux faire ça. var_dump d'article. N'oubliez pas qu'à chaque fois que vous allez rafraîchir la page, vous vous retrouvez à ajouter une ligne à la table. Donc, si vous voulez, vous pouvez désactiver temporairement l'insertion. Sauvegarde, je rafraîchis ma page. J'ai bel et bien un tableau de 3 éléments, chemise en jeans, un pull en laine et un sac à dos. Ça fonctionne bien. OK, ensuite, et petite parenthèse, là, ici, ça c'était facultatif. Je le fais juste pour éviter de populer la table très rapidement. Dans index.php, ajouter l'inclusion vers le fichier d'affichage. On avait fait ça tout à l'heure également. Donc, en commentaire, include views app.html.php. Sauvegarde. Je rafraîchis. J'avais enlevé mon var_dump avant. J'ai mon formulaire. J'ai ensuite la table. Donc ça, c'est beau. On continue. Je reviens aussi sur ce que j'ai dit. Le var_dump, contrairement au console.log, je vous demanderai de l'enlever ou de le mettre en commentaire si vous l'utilisez, parce que sinon, ça va rester dans votre page ici. Okay, donc, les var_dump, c'est pas comme les console.log. On doit nettoyer légèrement après. Rafraîchissez votre page afin de voir la table de tous les articles. C'est beau, on l'a fait. Maintenant, nous devons corriger un petit problème, rendre la requête d'insertion conditionnelle, donc cette ligne-ci, je vais la réactiver pour qu'on puisse constater le problème à nouveau.
Si j'enlève le commentaire et que je rafraîchis, vous voyez qu'il y a 3 éléments ici. Il y en aura maintenant un 4e, bas avec motif. Ce que je vais faire, je vais écrire ma condition. If, moi je l'écris à la main, mais copier-coller dans votre cas, ça va être plus rapide. Request méthode est égal à post. Ici, on vient inclure l'insertion. Si bien, ok, je vais ouvrir mon onglet Network, réseau, si bien que si je rafraîchis la page, pour l'instant, j'étais en mode get, donc j'envoie à nouveau une requête get. Je demeure à 4 lignes. Et là, je peux envoyer autant de requêtes get que je souhaite sur solution, pardon. Je vais quand même demeurer à 4 lignes. Si je soumets le formulaire, je vais juste nettoyer mon affichage ici. Si je soumets le formulaire, là, je suis en mode post. C'est juste un petit peu petit pour qu'on voit. Post ici. Ce qui fait en sorte que j'ai ajouté une 5e ligne à mon formulaire. Et si je reviens en get en cliquant sur l'URL, Enter, j'ai un mode get ici, je demeure à 5. OK, alors mon problème numéro 1 est résolu. Ma condition fonctionne. Point 5, on va connecter notre formulaire. Si on vient dans la requête d'insertion ici, on se rend compte que description, prix et image, les valeurs, il y a un terme en anglais, c'est hard-codé, sont statiques. On va les rendre dynamiques en connectant avec la variable $post. Je fais juste une petite parenthèse là ici. Je peux vous montrer de quoi cette structure-là a l'air. Si j'écris t-shirt noir, 44, avec ceci, je soumets le formulaire. Bien que ça ne fonctionne pas encore, ça n'est pas connecté, je peux analyser la requête post et voir que les données sont passées avec une structure clé-valeur. Les clés sont description, prix et image URL. Ceci correspond exactement. OK, donc vous n'avez pas besoin d'analyser la requête ici, mais vous devez absolument garder votre formulaire ouvert et aller chercher le name de chacun des champs pour utiliser la bonne clé. Alors, le premier champ, son name, c'est description. C'est le champ dans lequel on saisit la description ici. Alors, je vais aller le connecter. Connecter ici, je supprime la valeur statique, j'utilise le $_post et je donne une clé sur ma structure clé-valeur de description. Pour le prix, n'assumez pas que ça va être prix. N'allez pas juste écrire prix. On revient dans le formulaire. Ici, on vient pour le champ, le name, c'est prix. OK, bon ben, ça donne que c'était prix. Parfait. J'efface. Je vais mettre juste $post. Je vais venir voir pour l'image. C'est quoi le name? Input name. J'ai image URL parce que c'est un URL. C'est pas l'image en tant que telle, c'est son lien. Alors, je viens donner la clé de image URL et vous voyez que ça correspond exactement, et c'est tout à fait normal, à la structure clé-valeur qu'on peut voir dans la requête. Ici. Donc, j'ai connecté mon formulaire. Voyons voir si ça fonctionne. Mais juste avant, okay, je vais faire quelque chose. Je vais réinitialiser ici ma table des articles. Donc, je reprends l'exercice, script, copier, coller. Vous allez faire ça souvent, habituez-vous. Mes articles, maintenant, c'est beau. Et si j'étais pour rafraîchir la page, je viendrais resoumettre le formulaire. Alors, je vais sortir du mode post en cliquant ici, Enter, je retombe en Get. J'ai 3 articles. Là, je peux rafraîchir autant que je veux. Je reste à 3 articles. Si je mets un t-shirt noir, 44$ vers l'image, je vais soumettre. Vous voyez, il n'y a pas les paramètres qui ont été ajoutés, donc on est bien en mode post. T-shirt noir, 44, avec le lien. Alors, tout fonctionne bien. Ici, si vous voulez, je peux mettre étape 5, ça viendrait juste ici, dans le fichier d'insertion. Mais pour y arriver, vous devez consulter le formulaire. 4, on l'avait mis, on l'avait écrit. Je pourrais mettre ici, corriger le problème. 4, je vais le mettre juste ici. OK. Alors, voici la solution pour l'exercice. Maintenant, il nous reste juste à regarder la diapo en ouverture.
Bien évidemment, écrivez-moi s'il y a des questions, ça va me faire plaisir de préciser. Il y a un acronyme quand on parle de manipulation de données. Okay, ça sort de juste ce qui est MySQL ou SQL, c'est l'idée générale des types d'opérations qu'on peut faire avec des données, et c'est l'acronyme CRUD. Vous pouvez dire CRUD si vous voulez, c'est pas ça, le but c'est pas de le prononcer d'une certaine façon, c'est de comprendre que CRUD ou CRUD, c'est Create, Read, Update, Delete. Donc, la création de nouvelles données, ce qui correspond en SQL à la requête Insert Into, la lecture de données, ce qui correspond à une requête de type Select en SQL, Update, la mise à jour, qui correspond à une requête Update, et la suppression, une requête Delete. Alors, ce sont les différents types de requêtes ou les types de manipulation de données qu'on peut faire. Aujourd'hui, on a vu dans un premier temps la lecture, Read, avec Select, et la création avec Insert Into. Et on pourrait voir Update et Delete par la suite si on souhaitait. La façon de procéder serait très très similaire. Okay, il y aurait peut-être des particularités, mais une fois que vous avez été initié à Read et Create, vous êtes en mesure d'explorer les autres par vous-même si vous le souhaitez, mais on ne les verra pas dans le cadre du cours. OK. Aujourd'hui, les scripts d'affichage, donc tout ce qui était app.html.php, tab.html.php, formulaire.html.php, éventuellement on pourrait avoir des cartes, on pourrait avoir des listes, peu importe. Okay? Les scripts d'affichage, donc de génération dynamique de contenu, étaient fournis aujourd'hui. On a vu qu'il y avait des books, des tableaux contenant des tableaux associatifs. Tout ça, on en reparle au cours 11. Okay? Vous allez avoir à écrire ces scripts-là au cours 11. On va tout expliquer ça pour que ça soit clair. Pour vous préparer au cours 11, assurez-vous de réviser la matière qu'on a présentée jusqu'à date. Okay, je dirais, si vous avez très bien compris le tableau d'objets et la boucle en JavaScript, et la boucle avec une condition à l'intérieur, j'ai l'impression que le cours 11 va être assez facile pour vous. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile, mais ça va être assez facile si vous avez déjà bien compris l'équivalent en JavaScript. Ce sera juste une question d'ajuster la syntaxe. Mais même à ça, la syntaxe, là, très, très similaire. Alors voilà, c'était la fin. C'est la fin du cours 10. Merci de votre écoute comme d'habitude. Et n'hésitez surtout pas s'il y a quoi que ce soit. Bye bye.